Salut les octopotes, ici Sacha Mai et bienvenue sur ma chaîne. Ça fait des années que je vous dis que je suis fan de One Piece, ça fait des années que j'hésite à sortir quoi que ce soit en rapport avec ce qui est et restera à jamais pour moi mon manga favori de tous les temps. Et je me suis dit, pourquoi ne pas tout simplement faire des petites reviews? Peut-être régulières, peut-être non. En tous les cas, ici, on parle bien de scans qui sortent à la semaine. Alors évidemment, si vous ne les lisez pas, n'êtes pas à jour, il y a de grandes chances que vous ne compreniez pas grand chose à ce que je raconte. Mais ne vous inquiétez pas, je vous remettrai les choses dans le contexte en temps et en heure. C'est pleine d'émotions juste après la lecture que je me lance donc dans la review du scan 1060 de One Piece. Le chapitre 1060 se nomme Le rêve de Luffy et s'ouvre sur Luffy, apprenant dans les journaux que Sabo aurait apparemment tué Cobra, aka le père de Vivi. Tout comme absolument tout le lectorat, Luffy et Robin n'en croient pas un mot, disant qu'il y a forcément une autre explication. Robin précise d'ailleurs que les rois n'ont jamais été la cible des révolutionnaires. La réaction des personnages est assez compréhensible, d'autant plus que la plupart des gens ayant appris la mort de Cobra par soi-disant Sabo depuis le chapitre 1054 ont tout de suite instantanément pensé à une manipulation du gouvernement mondial. Par la même occasion, les Mugi apprennent que Vivi manque à l'appel. Personnellement, je pensais qu'elle était à l'abri avec Sabo depuis l'attaque de la rêverie, mais le chapitre va vite me donner tort. Luffy veut donc de suite se rendre à Alabasta afin d'aider Vivi. C'est la seconde fois où Luffy serait prêt à mettre en pause ses aventures pour sauver quelqu'un. La première fois étant bien évidemment lorsqu'il a tenté de sauver Ace. On pourrait aussi parler du film Strong World lorsque tout l'équipage était prêt à repartir sur East Blue, mais le film n'est que semi-canon. Comme à son habitude, lorsque son capitaine réagit un peu trop impulsivement, Zoro est là pour être raisonnable et explique à Luffy qu'il serait inutile d'aller au royaume du sable car Vivi n'y est sûrement pas. En effet, Vivi est aujourd'hui toujours dans un endroit inconnu. Après avoir rappelé qu'elle a disparu à Marie-Joise, Luffy émet de suite l'envie d'y aller, mais encore une fois Zoro le raisonne et a une réflexion très intéressante. Il lui explique qu'en plus d'être la base ennemie, personne ne sera là-bas pour les aider. Réflexion qui prouve que les personnages ont tout de même conscience que sur Wano, ils n'auraient jamais pu rien faire seuls. Et je trouve ça important tout de même de montrer que les personnages eux-mêmes ne se croient pas intouchables ni invincibles et sont conscients que bon, si on veut envahir le QG de la marine, débarquer à 9 en demandant où est Vivi, bah ça passera pas forcément bien. D'ailleurs je dis 9, mais il y a bien un 10e passager à bord qui nous suit depuis Chabondi, et il s'agit de Caribou, toujours dans son éternel tonneau à écouter la moindre conversation. Tous les Mugi s'inquiètent chacun à leur manière de la situation, forcément les plus anciens pleurent la situation de Vivi, tandis que Jinbei, Franky et Brook remettent un peu en contexte la situation. Zoro rappelle à son capitaine les mots qu'il avait dit concernant son frère, mais vu le résultat, je sais pas vraiment si c'est une super bonne idée au final. Si notre bretteur continue pourtant de prodiguer de précieux conseils à son équipage, nous avons le droit à une sorte de variante de la scène des Mugiwara lorsqu'ils pleuraient Vivi à leur départ d'Alabasta, alors que Zoro lui n'en avait pas grand chose à faire. Une case qui m'a fait franchement rire. Faut dire que depuis la fin de Wano, j'ai vraiment l'impression d'avoir retrouvé l'esprit One Piece dans les chapitres, je saurais trop comment vous l'expliquer. On repart alors vite fait de Cross Guild et Robin évoque également le fait qu'il y a d'autres noms reliés à Luffy dans le journal, mais celle-ci choisit de ne rien lui dire. On pense évidemment à la flotte de Luffy se baladant dans le monde en son nom. Rappelons tout de même que Bartholoméo s'était approprié un territoire de Shanks au nom de Luffy, ce qui n'avait pas spécialement plu au roux. Vient alors l'un des premiers temps forts du chapitre, le rêve de Luffy. Un rêve évoqué déjà plus tôt dans le manga aux côtés de Sabo et Ace. Luffy énonce son rêve pour la seconde fois, et pour la seconde fois, nous ne savons pas de quoi il s'agit. Cependant, cette fois, nous avons la réaction de son équipage. Zoro, Jinbei et Usopp semblent assez sans voix, estomaqués. Sanji, Brook et Franky, eux, sont morts de rire. Nami semble perplexe, quant à Robin et Chopper, ils sont tous les deux admiratifs. Luffy nous affirme ici que s'il veut devenir le roi des pirates, en plus de devenir l'homme le plus libre du monde, c'est car il pense qu'en devenant roi des pirates, il pourra peut-être réussir à atteindre ce rêve. Rêve qu'il a depuis tout petit. C'est une sacrée révolution en soi de savoir que l'objectif principal du héros depuis 25 ans n'est au final qu'une étape pour parvenir à réaliser son véritable rêve. Vu la réaction de son équipage, il paraît très logique que cela soit quelque chose de très enfantin, soit quelque chose de vraiment énorme, voire les deux à la fois, comme unifier les 4 mers, faire en sorte que tout le monde soit égaux, ou que tout le monde mange à sa faim, quelque chose comme ça. Je ne sais pas, à vrai dire, je n'ai pas vraiment d'idée fixe. Les Mugi se rangent évidemment très rapidement derrière leur capitaine en encourageant le fait qu'il va falloir devenir roi des pirates s'il veut atteindre cet objectif. Le chapitre 1058 se terminait sur une communication entre Sabo et l'armée révolutionnaire. Sabo dont on attendait des nouvelles depuis l'annonce de l'assassinat du roi Cobra, et pourtant on l'avait complètement zappé avec l'arrivée de Barbe Noire au chapitre suivant. La marine a intercepté cet appel et localise facilement d'où ce dernier provient, car Sabo n'a apparemment pas eu le temps de le brouiller. Il proviendrait du royaume de Luluchia, royaume duquel provient Moda, une petite fermière ayant aidé Ace durant une mini-aventure, mais également royaume où nous avions pu découvrir au chapitre 904 tous les commandants de l'armée révolutionnaire aidant le
pays à se débarrasser des pirates de Barbe Rose. Les marines s'agitant dans tous les sens affirment que l'appel proviendrait donc de cet endroit, et nous avons alors une réaction intéressante du Gorosei. J'avais vu il y a peu de temps une théorie sur le Gorosei nous disant qu'il pouvait potentiellement être en réalité les gentils de l'histoire, étant tous inspirés de grandes figures historiques masculines connues pour leur souhait de paix et de liberté. Les 5 étoiles apprennent en même temps que les marines que Sabo se trouverait donc apparemment sur le Lucia, et s'en étonne. En effet, il ne s'agit pas là d'une attaque qui cible Sabo, mais bel et bien d'un pur hasard. Les doyens disent tour à tour, ça alors, il n'a pas de chance ce garçon, ou encore, c'est le destin. Comme si le sort de Sabo leur importait en réalité. En effet, la potentielle disparition d'un commandant de l'armée révolutionnaire devrait plutôt les réjouir. Mais ici, on sent comme une sorte de compassion, de tristesse de leur part. Sabo, de son côté, est en panique totale. On sent bien que cet appel est dans la précipitation. Tout d'abord, il confirme qu'il n'est pas celui ayant tué le roi Cobra, ce qui paraissait assez évident pour tout lecteur qui se respecte, mais une confirmation ne fait jamais de mal. Nous ramenons donc vers la piste la plus plausible du gouvernement ayant essayé de supprimer les Néfertari, ou bien qu'un incident politique entre rois ait possiblement eu lieu durant la rêverie. Nous n'en savons malheureusement toujours pas plus. Mais les révélations de Sabo ne s'arrêtent pas là. En effet, il semblerait que durant la rêverie, Sabo ait assisté à l'un des choix d'Im-sama, car il avoue avec effroi que quelqu'un s'est assis sur le trône vide. Du moins, il le sous-entend, la communication n'ayant pas eu le temps d'aboutir. En effet, avant même que Sabo n'arrive sur l'île, le royaume était déjà condamné. Ce n'est pas la présence de Sabo qui a déclenché l'attaque sur le royaume, mais bien Im qui en avait décidé ainsi plus tôt. Il est fort probable que cela soit dû au fait que le Lucia fasse partie des 8 pays s'étant rebellés contre leur système monarchique. Nous apercevons donc Im rayer simplement le Lucia de la carte, métaphoriquement parlant, mais également physiquement. Le royaume de Lucia et tous ses habitants se retrouvent annihilés en une fraction de seconde. Nous pouvons également voir par le biais d'Im qu'un ordre ordonné par celui-ci indique que le royaume n'a jamais existé. Si cela paraît évidemment dur à avaler, car même si le pouvoir de la marine reste plus ou moins absolu dans le monde de One Piece, il est bizarre que les soldats acceptent simplement qu'une île entière soit rasée d'un seul coup. Il est facile donc de s'imaginer qu'Im possédera un pouvoir de l'oubli similaire à celui de Pudding, mais actif par la voix, ou simplement, comme peuvent le suggérer ses yeux, un pouvoir de type hypnose qui influencerait ou permettrait de faire croire à tous ceux qui écoutent ses paroles ce qu'il dit. Quant à savoir ce qui a été utilisé pour détruire l'île, plusieurs options s'offrent bien évidemment à nous, mais l'une des plus probables étant bien évidemment qu'Im soit ou possède l'arme antique Uranus à l'heure actuelle. Pour des théories un peu plus poussées sur le sujet, je vous conseille la dernière vidéo du Mont Corvo. Pour ce qui est de Sabo, la question de sa mort est légitime. On sait qu'Eiichiro Oda a vraiment du mal à tuer ses personnages, ou du moins à les tuer au présent. Exemple avec Corazon, Oden, Olvia, Belmer ou encore Roger, évidemment qui eux sont tous morts lors de flashbacks. Nous avons également eu de mauvaises surprises avec Pell ou encore Pound qui ont survécu de manière in extremis à des morts certaines. Et pourtant, sans parler des morts iconiques d'Ace et Barbe Blanche ou plus récentes comme celles de Pedro ou d'Ushimaru, graphiques et définitive, Oda est également doué pour nous faire mourir des personnages off-screen, Absalom, Ashura Doji, Izo ou encore plus récemment Nefertari Cobra. On pourrait donc imaginer une mort brutale comme celle-ci pour Sabo sans plus d'explication. D'autant plus que ce coup-ci, contrairement à Ace, Luffy ne possède pas de vire-carte de son frère et ne serait donc pas averti immédiatement de ce qui lui est arrivé. Après, on peut très bien imaginer que Sabo se trouvait non loin de Lucia, mais pas exactement sur l'île, ce qui pourrait lui permettre à lui aussi de survivre à une mort in extremis. J'avoue ne pas avoir trop d'avis là-dessus, je suis partagée entre la volonté qu'il soit bel et bien mort et le fait de vouloir qu'il soit en vie car le personnage n'a pas encore donné tout ce qu'il avait. Le chapitre se termine par une ellipse de quelques jours où nous retrouvons les Mugi à proximité d'une île hivernale, climat que nous n'avions plus eu depuis Punk Hazard, même si l'île en question était un peu un cas particulier. L'équipage se retrouve donc face à une trombe d'eau dans laquelle Luffy remarque rapidement quelque chose, ou plutôt quelqu'un. Zoro décide de couper en deux la poche d'eau afin de secourir la personne s'y trouvant, Luffy et Chopper s'envolent, dû au fort vent de la zone, et nous découvrons alors Jewelry Bonnie, personnage que nous n'avions pas vu depuis la rêverie également. Celle-ci aura donc probablement de nombreuses informations à révéler à l'équipage. Peut-être qu'une nouvelle alliance avec un membre de la pire génération se profile à l'horizon. En effet, sans nouveaux membres d'équipage et sans l'eau à leur côté, les Mugiwara ne seront donc pas restés longtemps bien seuls. Le scan 1061 de One Piece est sorti officieusement ce 23 septembre sur internet et sera le dernier du mois de septembre puisque One Piece sera en pause la semaine prochaine. Cette vidéo review était une petite review test, cela fait des années que j'avais envie de vous parler de One Piece sur ma chaîne, étant donné que c'est ma passion pour ce manga qui m'a fait arriver ici. N'hésitez pas à me dire très honnêtement ce que vous en avez pensé, toute critique est bonne à prendre. Salut, c'est la Octo du futur. J'ai mis beaucoup de temps à faire cette simple review de One Piece, et bien que je me sois bien amusée en la montant, je me rends compte qu'à l'heure actuelle, faire des reviews régulières sur le manga ne va clairement pas être possible. En termes de temps, cela me demande bizarrement beaucoup plus que pour Miraculous. Je vais donc remettre à plus tard mes ambitions pour la piraterie,
ou bien trouver une autre forme afin de vous en parler. Merci tout de même d'avoir visionné cette review et je vous dis à bientôt. Encore merci à tous les membres de la communauté de la chaîne. La chaîne est en partie financée grâce à vous, un énorme merci. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et ou à vous abonner si vous aimez mon travail, c'est la meilleure gratification qu'on puisse recevoir. Merci à vous d'être toujours plus nombreux. En tout cas, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Restez à l'écoute.